Est-ce que je vous ai déjà dit que de 2006 à 2007, je travaillais dans la finance à New York, chez Lehman Brothers, en salle de marché? Non, je déconne. Il n'était pas en salle de marché, il était dans l'équipe risque. Non, l'écoutez pas, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on va parler de deux crises majeures que tout le monde connaît, mais dont peu connaissent les véritables causes. À vrai dire, j'ai vu des tas de vidéos sur YouTube vous expliquer la crise des subprimes et franchement, la plupart sont excellentes. Elles vous expliquent très bien la mécanique, les MBS, les CDO au carré, les CDS, les notations, etc. Mais il n'y en a aucune, en tout cas pas que j'ai pu voir, qui donne les raisons. Elles vous expliquent toutes le comment, mais aucune n'explique le pourquoi. Et du coup, vous vous dites tous « Oh, ces salauds de banquiers !» Eh ben non, vous vous plantez. La crise des subprimes, c'était pas la faute des banques. Enfin, si, un peu quand même. Mais il y a un autre coupable. Un premier coupable. Un véritable coupable. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose su des économistes, mais en tout cas, je n'ai vu aucune vidéo sur YouTube, ni aucun reportage ou film l'expliquer à ma connaissance. Vraiment. Aujourd'hui, je vais vous dire, en amont de toute la mécanique bancaire, au-delà de la recherche du profit, pourquoi la crise des subprimes et celle de 29 ont eu lieu. C'est parti. Pour compléter cet épisode, je vous invite à vous regarder, si ce n'est pas déjà fait, deux excellents films sur le sujet, The Big Short et Margin Call. Très bon casting, excellente réalisation, très ludique, je recommande vraiment. Quelques influenceurs se sont pas mal inspirés de The Big Short pour leurs vidéos sur YouTube sur la crise des subprimes. Dans cet épisode, on ne rentrera pas dans le détail de la mécanique, ça tout le monde l'a déjà expliqué. Aujourd'hui, je vous explique ce que personne n'a fait, le pourquoi. En fait, si, le pourquoi de la crise, les économistes l'ont déjà dit, mais personne n'en parle. Bah oui, personne n'écoute les économistes. Je vous le disais déjà dans l'épisode sur Milley. Paul Krugman lui-même le dit. Personne n'écoute les économistes, car ils vous disent toujours ce que vous ne voulez pas entendre. Et fatalement, les médias et les politiciens préfèrent véhiculer les récits plus populistes et flatteurs. Et tout le monde sait que c'est de la faute des banquiers cupides et de la dérégulation libérale. Eh ben non, c'est tout l'inverse. Si je vous disais que ce sont précisément les politiques de régulation de l'État et les interventions publiques le vrai problème, et que ce sont les économistes libéraux qui ont prévenu en amont que ça allait péter. Menteurs. Commençons par la crise des subprimes de 2007-2008, la plus parlante pour nous aujourd'hui, d'autant plus que la plupart d'entre vous comme moi ont dû la vivre et se la prendre dans la tronche. Ça, pour se la prendre dans la tronche, l'équipe risque de Lehman Brothers, c'était la loge présidentielle. Mais t'arrêtes, oui. Quand vous allez demander un crédit immobilier pour acheter une maison, la banque regarde si vous pouvez le rembourser. Elle regarde si vous avez un salaire stable, un apport personnel, pas trop de dettes en cours, elle regarde vos charges mensuelles, etc. Et c'est logique, non? Ben oui. Exactement. Sauf que, un beau jour, l'État américain a décidé que tout le monde devait pouvoir accéder à la propriété, même ceux qui n'en ont pas les moyens. Quelle super idée sur le papier! Sauf que quand on force les banques avec la loi, eh ben ça devient une bombe à retardement. Une énorme bombe. Tout commence avec le Community Reinvestment Act de 1977, durci en 1995 sous Clinton. Les plus de 35 ans auront la ref, mais en réalité, il y a deux personnes sur cette photo. Cette loi oblige les banques à prêter dans les quartiers défavorisés, souvent aux ménages à faible revenu, aux minorités, etc. Sous peine de sanctions. Refus d'autorisation d'ouverture de nouvelles agences, amendes, oui, des amendes, etc. En clair, si les banques ne prêtaient pas assez, oui, assez,
car à un moment donné et dans certaines zones, il y avait même des quotas à remplir. Aux insolvables, elles se faisaient littéralement pourrir la vie. Résultat, les banques sont donc contraintes de baisser leurs standards de crédit. On passe de « tu dois prouver que tu peux rembourser » à « on te prête même si tu n'as pas de revenus stables ». On appelle ça les subprimes, des prêts risqués à taux variable qui démarrent bas puis explosent. Le terme subprime vient de la notation du credit score d'un emprunteur. Les gens sont scorés selon leur capacité de remboursement. Ne pensez pas que c'est qu'aux USA, vous l'êtes vous aussi. Un jour, je vous ferai un épisode sur ce sujet. En 2006, avant la crise, sur le système de notation de FICO, qui va de 300 à 850, plus le score est élevé, moins il y a de risque de défaut de paiement. La médiane de score était à 723. Et tous ceux qui sont en dessous de 670 sont appelés subprimes. Entre 1995, après le durcissement de Bill Clinton, non, pas ce durcissement-là, et 2008, le volume de prêts subprimes explose. Sur ce graphique, vous pouvez voir les volumes de prêts subprimes accordés chaque année. Avant 1995, c'était quasi anecdotique, les banques ne prêtaient quasiment pas aux insolvables, logique, mais après qu'on les y contraigne, boum! 1995, 65 milliards. 2000, 138 milliards. 2003, 335 milliards. 2005, 625 milliards de dollars par an. En 2006, les subprimes représentaient 20% de tous les prêts immobiliers accordés aux États-Unis. Un prêt immobilier sur 5 était à haut risque d'insolvabilité. Mais c'était pour lutter contre le redlining, c'est une bonne idée. Le terme de redlining vient du traçage résidentiel. C'était en fait une pratique de discrimination sur l'accord de prêt immobilier à des habitants de certaines zones. Plus pauvres évidemment. Sur le principe, l'intention était noble. Mais quand on force une banque privée à prendre des risques qu'elle ne prendrait jamais en temps normal, ça crée un tsunami de mauvais prêts. Et là, ce n'est que le premier étage de la bombe. Deuxième étage, Fannie Mae et Freddie Mac. Ce ne sont pas des banques classiques, ce sont des government-sponsored enterprises, des entreprises à économie mixte, publique-privée, parrainées par l'État. Leur job officiel était de racheter les prêts hypothécaires des banques empaquetés en titres financiers. Les fameux MBS, Mortgage Backed Securities. En français, on appelle ça les créances hypothécaires titrisées. Ce qui a permis aux banques de continuer à contracter des crédits subprimes. Elles accordaient des prêts qu'elles savaient non solvables, du coup elles pouvaient remplir leur quota, et elles se débarrassaient du risque immédiatement et pouvaient prêter encore plus, car l'État était là pour racheter leur merde juste derrière. En fait, tout ce bordel était garanti par le Trésor américain. Sans cette garantie, sans la demande pour des MBS plein de merde par Fannie Mae et Freddie Mac, vous croyez vraiment que les banques auraient prêté à tour de bras à des gens qui ne pouvaient pas payer tout en continuant d'assumer eux-mêmes la responsabilité de l'insolvabilité? Évidemment que non. Une banque privée censée n'aurait jamais accordé de prêt immobilier à quelqu'un qui n'a pas les moyens de le rembourser. Au pic de la bulle, Fannie et Freddie, c'était les deux plus grosses, mais il y avait encore d'autres institutions gouvernementales. Détenaient ou garantissaient à elles seules plus de la moitié des prêts hypothécaires américains, dont une énorme partie de subprimes. Ils ont racheté des centaines de milliards de prêts pourris pour répondre aux objectifs politiques de logement possible pour tous. Troisième étage de la bombe, la Fed. Entre fin 2001 et 2004, la Réserve fédérale maintient son taux directeur à 1% pendant des années. Le plus bas taux depuis des décennies. Le crédit était presque gratuit. Les taux hypothécaires plongent, ce qui incite tout le monde à refinancer sa maison, à acheter plus grand et spéculer comme des fous. L'argent coule à flot. Les prix immobiliers explosent de plus de 80% en quelques années dans certaines régions. C'est une bulle classique. Quand l'argent est trop bon marché, on investit n'importe où. Et c'est exactement ce que Mises et Hayek avaient expliqué il y a presque 100 ans. Imaginez que vous organisez une fête. Normalement, vous avez un budget limité. Vous invitez une vingtaine de personnes, vous achetez de la bière et des chips. Mais là, quelqu'un se pointe, vous donne une carte bleue magique sans limite et vous dit « T'inquiète, si tu dépasses le budget, c'est pour moi ». Du coup, vous invitez 200 personnes, vous commandez du champagne, du caviar, un DJ, une piscine gonflable. C'est exactement ce que fait la Banque centrale quand elle baisse artificiellement les taux d'intérêt. Elle rend le crédit trop bon marché. Les entrepreneurs et les ménages reçoivent ce qu'on appelle un faux signal. Il y a plein d'épargne disponible. Sauf qu'en réalité, il n'y en a pas. Résultat,
On construit trop de maisons, on fait trop de projets immobiliers, on investit dans des trucs qui ne sont pas rentables à long terme. On appelle ça des malinvestissements. Et quand la Fed finit par remonter les taux, ou quand la réalité rattrape, la Fed s'arrête brutalement. Les projets qui n'étaient pas viables s'effondrent, c'est la purge. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les subprimes. 4e étage de la bombe. Après Clinton, qui avait déjà durci le Community Reinvestment Act, le président Bush met la sienne. En 2003, il signe l'American Dream Down Payment Act, la loi sur l'apport personnel du rêve américain. Cette loi fournit jusqu'à 200 millions de dollars par an pour aider les familles à bas revenus à payer l'apport et les frais de notaire. Objectif affiché, tout le monde doit pouvoir devenir propriétaire. Ça rendait encore plus facile l'accès au crédit pour des gens qui n'avaient pas d'apport. Et alors, c'est bien, non ? Encore une fois, bonne intention, mais complètement mortelle. C'est une incitation pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer un crédit pendant 20 ans à aller quand même contracter ce crédit. Comment tu veux que ça se termine ? Les premiers panneaux à vendre apparaissent aux États-Unis. Personne ne soupçonne alors l'ampleur de la crise à venir. Elle va faire des millions de sans-abri. En 2004, toujours sous Bush, le HUD, le ministère du Logement et du Développement urbain, publie de nouveaux règlements qui augmentent fortement l'Affordable Housing Goals, les objectifs de propriété abordable. Imposés à Fannie Mae et Freddie Mac pour les années 2005 à 2008. C'était la doctrine de la Ownership Society. Tout le monde doit être propriétaire, même si on doit forcer les banques pour y arriver. Résultat, la bombe des subprimes continue de grossir sous Bush comme sous Clinton. Républicains ou démocrates, même interventionnisme économique. 5e étage de la bombe, les agences de notation. Vous les connaissez, Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings. Elles notent ces paquets de subprimes bien pourris en AAA, alors qu'elles étaient à haut risque. Et AAA, c'est la meilleure note. Si vous voulez vous marrer, là vous avez les MBS subprimes truffés de merde, et là vous avez les obligations françaises aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la SEC, le régulateur des marchés, c'est l'équivalent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France, leur a donné un monopole réglementaire via le statut NRSRO depuis 1975. Seuls eux sont reconnus officiellement comme agences de notation. Ils n'ont donc pas de vraie concurrence. Allez voir l'épisode sur la libéralisation si vous ne l'avez pas encore vu. Et ils sont payés par les banques qu'ils notent. La banque paye une agence pour que cette agence lui mette une note. Comment dire, le conflit d'intérêts est énorme. 6e étage de la bombe, le moral hazard, le risque moral. Institutionnalisé en 1998, la Fed orchestre le sauvetage de LTCM, un hedge fund qui avait pris d'énormes risques et perdu des milliards. Alors ils n'ont pas injecté de l'argent public directement, mais c'était l'intervention du fameux Greenspan Put, déjà utilisé après le crack de 87. C'est quoi ça, le Greenspan Put ? La garantie Greenspan, du nom d'Alan Greenspan. La Fed intervenait systématiquement dès que le marché boursier ou financier commençait à plonger. Baisse des taux, injection de liquidité, sauvetage indirect, comme pour ITCM en 98. En gros, si ça chute trop, on coupe les taux et on remet de l'argent pour que les prix repartent à la hausse. C'était pas une loi écrite explicitement, mais les marchés avaient compris le message. Il y a un filet de sécurité tacite. Les gros acteurs savent donc que s'ils sont trop gros pour faire faillite, l'État interviendra. Donc puisque ce filet est là, on prend encore plus de risques. Une bonne grosse politique économique keynésienne, ça. Ah ben non, c'est de l'intervention monétaire là, pas fiscale. Du coup, c'est pas keynésien, c'est même en fait libéral de chez ton copain monétariste là, Milton Friedman. Ah non, pas du tout. C'est de l'intervention pour sauver un acteur. Non seulement les Autrichiens sont catégoriques, on ne sauve pas un acteur privé qui a pris un risque, il se démerde, mais même l'école de Chicago et Friedman en personne a dit que c'était de la merde. Ça biaise complètement le marché en créant un risque moral. Les banques et investisseurs prennent des risques fous parce qu'ils savent que si ça pète, la Fed va les sauver. Résultat, bulle plus grosse, mauvaise allocation de capital et crise encore plus violente après. Non, ce genre d'intervention, c'est une politique dont les keynésiens sont très férus. Mais les banquiers ont quand même profité et pris des risques énormes, ils sont pas innocents. Évidemment, il y en a qui ne se sont pas privés et qui ont surfé sur la vague comme des pros pour s'enrichir comme des porcs. Mais
parce que l'État leur a servi l'occasion sur un plateau et les y a contraints, sans la distorsion publique massive. Garantie implicite, taux artificiellement bas, pression réglementaire, monopole de notation... Ils n'auraient jamais pu monter une telle pyramide. C'est comme obliger des gens à venir à ton open bar et leur reprocher ensuite d'avoir trop bu, alors que c'est toi qui as rempli les verres en disant « Allez-y, c'est gratuit, c'est Nicolas qui paye ». L'État était là à chaque étage de la bombe de 2008. Sans l'État, le marché privé n'aurait jamais pris ce risque systémique à cette échelle, car il aurait dû assumer ce risque. Les économistes libéraux l'avaient vu venir de loin. Peter Schiff, Ron Paul, Mark Thornton ont alerté au bubble housing des années avant le crack. Schiff passait même à la télé et se faisait moquer ouvertement. Vous êtes dingue, les prix de l'immobilier ne vont jamais baisser. Well, today's home prices are completely unsustainable. They were bid up to these artificial heights by a combination of temporarily low adjustable rate mortgage payments, by a complete, absence of any lending standards, and by speculative buying. And what's going to happen in 2007 is a lot of these artificially low ARM payments are going to be reset upward. You're going to start to see both the government and the lenders reimposing lending standards and tightening up on credit. And you're going to see a lot of the speculative buyers turn into sellers, and these sky-high real estate prices are going to come crashing back down to earth. First of all, I have no idea what Peter Schiff is talking about. I agree with Tom. I think they're going to be probably up to about 10%. What artificial lending standard are you talking about? What's word to Peter? Most of the profits that people have in real estate are going to vanish, just like the profits in the dot-coms in 1999, 2000. It's a fantasy. People can't sell their house. The inventories are exploding all over the country. Houses are on the market for 6 months a year. There's no bidders. The prices are going to fall through the floor. You guys are deluding yourselves. We heard it loud and clear from all of our panelists. We thank you. L'histoire lui a donné raison à 100%. La théorie du cycle économique autrichien explique exactement ça. Crédit artificiel créé par la Banque centrale, mauvaise allocation des ressources, maison surdimensionnée, investissement pourri, crack inévitable quand la réalité rattrape la bulle. Passons maintenant à la crise de 1929, la mère de toutes les crises qu'on nous sert encore aujourd'hui comme preuve que le libéralisme, ça ne marche pas. Même si pour elle, les causes de la crise et de la dépression qui a suivi sont déjà plus connues et avouées. Il serait temps, ça fait presque un siècle. Entre 1921 et 1929, la Fed gonfle la masse monétaire de plus de 60%. Certains calculs montent même à 67% selon Friedman et Schwartz. Le crédit est artificiellement bon marché, à outrance. Ah, comme pour la crise des subprimes du coup. Oui, enfin non, on est un siècle plus tôt. C'est la crise des subprimes qui a reproduit le schéma de la crise de 29 avec les taux artificiellement bas. Tout le monde spéculait en bourse à crédit. Le margin buying, tu pouvais acheter des actions avec 10% d'apport seulement, du coup, t'en achetais 10 fois plus avec le même budget. Ce qui a mécaniquement créé une bulle boursière. Mais c'était tellement prévisible, putain. Le Dow Jones explose et fait plus 400% en 8 ans. Puis vient le crack d'octobre 29. De base, c'est une correction normale du marché après s'être fait pousser vers la bulle, qui aurait pu rester une récession classique de 1 ou 2 ans. Sauf que la Fed, complètement paniquée, contracte brutalement la masse monétaire de près de 30% entre 1929 et 1933. Les banques font faillite en cascade, ce sont plus de 9000 banques qui ferment. Déflation violente, crédit qui disparaît, la récession devient une dépression. Et là, Hoover, puis Roosevelt, empilent les interventions keynésiennes. Alors, précision, rétrospectivement, on admet que ces réformes étaient keynésiennes parce qu'elles étaient dans sa droite ligne, bien que Keynes ne sortira sa théorie générale qu'en 1936. Exact. Si Keynes a quelque peu conseillé Roosevelt, il dira par la suite que Roosevelt était nul en économie, ça c'est vrai, et qu'il aurait dû y aller encore plus à fond sur le déficit. D'abord, ils pondent le Smooth-Hawley Tariff Act de 1930. Droit de douane massif sur plus de 20 000 produits. Les partenaires commerciaux répliquent immédiatement. Le commerce international mondial s'effondre de plus de 65%. C'est une monstrueuse catastrophe pour tous les exportateurs. Ensuite, ils embrayent avec le contrôle des prix. Puis, la destruction volontaire de récoltes avec l'Agricultural Adjustment Act. On payait littéralement les agriculteurs pour brûler des récoltes et tuer du bétail dans le but de faire remonter les prix. Puis des programmes de travaux publics massifs, de la réglementation partout, comme le NIRA.
Oh putain oui! Il faut absolument que je vous explique le Naira, ce chef-d'œuvre économique. On est le 16 juin 1933, dans les fameux 100 premiers jours du New Deal. Roosevelt signe le National Industrial Recovery Act. L'idée, c'était que la crise était causée par les prix et les salaires qui étaient trop bas à cause de la concurrence sauvage. Donc, on force tout le monde à les augmenter. Le Naira prévoyait, entre autres joyeuseries, suspension des lois antitrust. Les entreprises avaient le droit de faire des ententes illégales. Fixation de salaire minimum, durée de travail maximum, prix de vente minimum. Tu veux dire prix de vente maximum? Non, des prix de vente minimum. Quota de production maximum. Mais what? L'objectif keynésien était clair. Augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs avec salaire plus haut et empêcher la concurrence destructive avec des prix trop bas pour relancer la consommation et la production. Au lieu de laisser les prix baisser naturellement pour que l'économie se rééquilibre, on a bloqué les ajustements du marché. Les entreprises qui voulaient baisser leurs prix pour vendre plus n'avaient plus le droit. Les salaires ont été artificiellement gonflés, donc les coûts de production ont explosé. Et comme les prix étaient fixés en haut, les gens achetaient encore moins. Le Naira a été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême en mai 1935 dans la célèbre affaire Chester Poultry Corp versus United States, le cas du poulet malade. Alors lui, il mériterait son épisode dans la taverne du général. La Cour a jugé que ça déléguait trop de pouvoir législatif à l'exécutif. Le cas du poulet malade est le plus gros tacle constitutionnel que la Cour suprême ait jamais mis au New Deal de Roosevelt. Il a été très médiatisé aussi parce que ça montre à quel point la politique du New Deal, et en particulier le Naira, était complètement conne, au point qu'on a vu des scènes de fou rire dans toute la salle d'audience. Allez, vas-y, raconte-leur. Story time. Nous sommes début des années 30, à New York. Joseph Chester et ses 3 frères possèdent une petite entreprise familiale à Brooklyn, la Chester Poultry Corporation. Ils achètent des poulets vivants, les abattent selon les règles cachères et revendent les poulets tués en gros aux bouchers et aux détaillants uniquement à New York. C'est important. C'est du commerce local, intra-étatique, pas d'exportation hors de l'État. En 1934, le gouvernement impose le Live Poultry Code, le code de la volaille vivante pour la zone de New York. Alors ça, c'est un truc qui ferait fureur en France et en Europe aujourd'hui. Ne leur donne pas d'idée, putain. Parmi les règles complètement dingues, salaire minimum, horaire maximum, interdiction de vendre des poulets impropres à la consommation, ça là est logique, mais surtout, le client n'a pas le droit de choisir son poulet. Il doit mettre la main dans la cage et prendre le premier qui sort. Pas de « je veux celui-là, il a l'air un peu plus gros ». Non. La même année, les frères Chester se font arrêter avec 60 chefs d'accusation. 60. Parmi les plus fameux, avoir vendu un poulet malade, en fait, il avait un œuf qui était resté coincé. Et sur les 60 chefs d'accusation, c'était le seul qui était réellement sérieux. Avoir vendu 2 poulets non inspectés, alors qu'en fait, ils avaient leur propre système d'inspection en interne. Avoir violé les règles de salaire et d'heure, et avoir laissé des clients choisir leur poulet. Oh, les vilains délinquants! Ils sont condamnés en première instance, puis en appel, sauf sur quelques points. Ils montent jusqu'à la Cour suprême pour vous dire à quel point l'histoire a été conne et médiatique. Pendant une audience, un des juges demande « Et si tous les poulets se mettent dans un coin de la cage, le client doit quand même prendre le premier qui sort ?» Oui, c'est la règle. L'entièreté de la salle d'audience explose de rire. Et le 27 mai 1935, la Cour suprême rend son arrêt à l'unanimité, 9-0. Les juges disent 2 choses et c'est du lourd. Numéro 1, violation de la Non-Delegation Doctrine. Le Congrès n'a pas le droit de déléguer au président un pouvoir aussi énorme. Laisser le président approuver des codes qui fixent les salaires, les prix et les règles de production, c'est du pouvoir législatif pur, pas exécutif. Deuxième, c'est la violation de la clause de commerce. Le Congrès ne peut réguler que le commerce interétatique. Or, l'activité des Chester était purement locale. C'est un moment légendaire, une petite entreprise familiale juive de Brooklyn qui tient tête à tout le New Deal et qui gagne. Ça a été vu comme un énorme boulet de canon tiré dans les genoux de Roosevelt. Le résultat de toutes ces politiques keynésiennes, le chômage reste au-dessus de 15% jusqu'en 1940, avec un pic à 25%. La dépression dure 10 ans aux États-Unis. Oui, mais sans l'État, ça aurait été encore pire.
Regarde les faits concrets, pas la propagande. Les pays qui ont laissé les marchés s'ajuster tout seuls, Royaume-Uni, Canada, Australie, sont sortis de la crise en 2 à 3 ans. La France et les USA, qui eux ont tout régulé et protégé, sont restés dans la mouise beaucoup plus longtemps. Preuve que l'intervention prolonge et aggrave le mal, que l'État avait lui-même créé de surcroît. C'est exactement la leçon de l'école autrichienne. Les bulles sont créées par la manipulation monétaire et les interventions de l'État. Les cracks sont aggravés par les tentatives de sauvetage et de planification centrale. Je vous en parle dans l'épisode sur le poids de l'État et dans celui sur la dette publique. Quand l'État distord les signaux du marché, prix et taux d'intérêt, il crée des déséquilibres structurels énormes. Et quand ça pète, il rend la correction encore plus douloureuse en empêchant le marché de purger les erreurs. Donc selon toi, on aurait dû tout laisser s'effondrer sans rien faire. Les gens auraient tout perdu? Non. On aurait dû laisser le marché corriger rapidement. Les erreurs d'allocation, mauvais investissements, maisons surévaluées, entreprises zombies, etc. sont purgées, les prix reviennent à la réalité, les entrepreneurs sains reprennent la main et on repart sur des bases solides. C'est douloureux à court terme, comme une gueule de bois après une cuite, mais infiniment moins destructeur que 10 ans de dépression artificielle avec chômage de masse. Bref, les deux crises qu'on nous brandit depuis 100 ans pour dire « voyez, le libéralisme et le marché libre, ça mène au chaos », sont en réalité des preuves éclatantes du contraire. C'est l'interventionnisme étatique, monétaire, réglementaire et protectionniste qui crée, prolonge et aggrave les crises. Et les économistes libéraux l'avaient prédit à chaque fois. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Si vous pouvez aussi, n'hésitez pas à le booster sur votre mobile. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, je vous ai mis tous les liens en description. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur la plateforme Odeon. Moi, je vous dis à la prochaine, et en attendant le prochain épisode, essayez de rester critique.